Notre invité du matin, c'est Pascal Vittori, candidat aux législatives dans la seconde circonscription. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec tout de suite une question d'actualité. On a appris la semaine dernière que Philippe Gomès avait obtenu l'investiture des Républicains et de l'UDI dans la seconde circonscription, la vôtre, au titre des circonscriptions réservées à l'UDI. Quelle est votre réaction? Est-ce que c'est un coup dur pour vous? Non, c'est pas du tout un coup dur. Je suis content d'avoir fait le choix de mener une campagne locale sous une étiquette locale. J'étais assez surpris. J'étais surpris de l'entendre dire partout qu'il était content d'avoir le soutien des Républicains, de l'UDI, etc. Quand on se souvient qu'il y a 5 ans, il a passé toute sa campagne à dire qu'il ne voulait pas de fil à la patte, qu'il allait siéger en indépendant à l'Assemblée nationale pour ensuite intégrer le groupe de l'UDI. Donc ça faisait bizarre, si j'avais du mal à en croire mes oreilles, quoi. Mais à part ça, je crois qu'on passe trop de temps à parler des investitures. Je crois pas que ce soit le problème des Calédoniens. Et puis pas nécessaire d'avoir une investiture pour remporter les législatives, puisque la fois dernière, Philippe Gomès et Sonia Lagarde se sont présentés sans investiture et ça ne les a pas empêchés de gagner les législatives. Mais paradoxalement, vous êtes UDI, vous l'avez demandé l'investiture, vous auriez aimé l'avoir ou vous estimez qu'effectivement ça sert pas à grand chose? On l'a pas demandé. À un moment, on nous a demandé de proposer quelque chose. Donc on a répondu à cette proposition, mais on savait depuis le mois de juin l'an dernier que dans les critères d'investiture de la commission des Républicains, le premier critère était qu'on donnait l'investiture aux députés sortants. Philippe Gomès étant député sortant, il n'y a aucune surprise à ce qu'il ait l'investiture. Alors pour l'instant, il dit qu'il n'est pas encore officiellement candidat puisqu'il attend le feu vert du congrès de son parti, mais on se doute qu'il va effectivement être candidat dans la seconde circonscription. Qu'est-ce qui vous différencie l'un de l'autre? Vous êtes tous les deux, encore une fois, membres ou proches de l'UDI. Qu'est-ce qui est différent entre vous? Le programme, la personnalité, la façon de voir les choses? La personnalité, déjà, on est quand même très, très différents tous les deux. La façon d'exercer le pouvoir. Moi, je l'ai dit, je regrette qu'à Calédonie Ensemble, par exemple, même si on dit que c'est une direction collégiale, mais il y a un leader qui influence tellement le parti que ça en devient même dangereux pour le parti politique. C'est-à-dire que s'il arrivait un accident à Philippe Gomès, le parti n'y survivrait pas. Moi, je préfère, et c'est l'état d'esprit des centristes, je préfère un parti politique à plusieurs têtes où chacun a la possibilité de s'exprimer comme il l'entend. Mais on va vous dire que vous avez un tout petit parti. Non, j'ai pas un tout petit parti d'abord, et parce qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être représentés par des élus dans autant de communes que nous le sommes à tous calédoniens. Vous avez beaucoup d'élus municipaux. En fait. On a beaucoup d'élus municipaux, mais ça compte. Ce sont des gens qui sont issus de milieux différents et qui ont des opinions à faire valoir et qui le font. Différence de personnalité, vous l'avez dit, différence dans la manière d'appréhender le pouvoir, différence aussi dans vos programmes pour que les électeurs puissent faire la différence entre vous. Oui, bien sûr. Au niveau économique déjà, on a un programme qui est beaucoup plus libéral. Philippe Gomès a souhaité depuis quelques années faire baisser la cherté de vie en Nouvelle-Calédonie. Bon, il n'y arrive pas. Et donc il a choisi la mauvaise méthode, c'est-à-dire qu'il a choisi de couper les marges des entreprises en espérant comme ça faire chuter les prix. Eh bien, on voit bien que ça ne fonctionne pas, et donc nous, notre proposition, elle est exactement inverse, c'est-à-dire qu'il faut laisser les entreprises gagner de l'argent, il faut encourager les salariés à se former pour pouvoir produire davantage avec les mêmes coûts, et il faut négocier avec les entreprises des contrats qui permettent de redistribuer les gains en priorité aux salariés, de façon à ce qu'ils investissent dans l'économie, de façon à ce qu'ils consomment et à ce qu'ils relancent l'économie. Rapidement, vous revendiquez une politique économique de type libéral, c'est un terme que vous assumez? Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Alors ça ne veut pas dire qu'ensuite, on ne doit pas également faire jouer la solidarité. Ceci dit, nous, on est favorable au fait de faire jouer la solidarité sur les personnes qui sont empêchées de travailler. C'est-à-dire les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes victimes de maladies chroniques, les personnes victimes d'accidents du travail, les jeunes qui sont en formation aux études. Mais après, la force vive de la Nouvelle-Calédonie, c'est quand même les gens qui ont la capacité de travailler et de créer de la richesse en Nouvelle-Calédonie. Si on n'encourage pas ces gens-là à travailler et à créer cette richesse, eh bien, on ne progressera pas en Nouvelle-Calédonie. Alors, on le sait, on vous avait déjà reçu, il y a 3 points forts dans votre programme. Vous dénoncez la crise économique, la crise sécuritaire et la crise sur l'avenir. Vous faites des propositions dans ces 3 domaines. Sur la crise sécuritaire, on a l'impression qu'elle reste d'actualité en Nouvelle-Calédonie. Vous voulez mettre un coup d'arrêt à l'insécurité. Au-delà du slogan, qu'est-ce que vous proposez?
Est-ce qu'il y a vraiment un moyen d'enrayer cette augmentation de la délinquance? Nous, on pense qu'il faut créer un maillage sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Alors ce maillage, il existe déjà en partie avec les polices nationales, la gendarmerie, mais il faut le compléter par des polices municipales qui doivent être présentes dans toutes les communes, et puis utiliser d'autres moyens, des caméras de surveillance, des entreprises privées de surveillance et de sécurité, et puis il faut encadrer les bénévoles. Moi, je ne souhaite pas, par exemple, qu'on ait, comme on en connaît aujourd'hui dans l'agglo, des bénévoles qui circulent armés. C'est très dangereux, ça peut donner lieu à des fusillades, et puis ensuite, ces bénévoles-là se mettent en danger. Ça n'est pas leur rôle. Donc, s'ils veulent s'investir, c'est très bien. Il faut qu'ils s'investissent dans des associations de type voisins vigilants ou de type service civique de bénévoles pour faire de la surveillance, pour faire de la prévention, pour passer des informations à des relais dans la société comme les commerçants, toujours en relation avec la gendarmerie et toujours dans le respect des lois applicables. En revanche, que les polices municipales soient armées, c'est quelque chose qui vous paraît une bonne chose? Vous pensez que ça doit être généralisé? Ça ne me pose pas de problème à partir du moment où les policiers municipaux sont formés. Voilà. Et où ils sont encadrés par des règles. Moi, je crois surtout que les policiers municipaux doivent être protégés. Je trouve qu'il n'est pas admissible aujourd'hui qu'on envoie dans les communes des policiers municipaux face à des gens armés sans aucun moyen de protection. C'est-à-dire que les voitures ne sont pas blindées, souvent ils n'ont pas de gilet pare-balles, et moi je connais par exemple un policier municipal dans ma commune de Boulou-Paris qui s'est fait tirer dessus, il n'avait pas de gilet pare-balles. Moi je pense que la responsabilité, si vous voulez, d'un élu, quand il envoie quelqu'un sur le terrain, c'est d'abord de le protéger, de protéger son personnel. Concernant la Nouvelle-Calédonie, on pointe beaucoup du doigt la délinquance des mineurs, qui a atteint des taux effectivement extrêmement importants, la délinquance juvénile. Comment est-ce que vous y répondez? Répression, prévention, un mélange des deux? Les deux. Les deux. D'abord, donc la répression, parce qu'aujourd'hui il y a une urgence qui fait que on doit être dans la répression. Alors je parle pas seulement des mineurs, mais des délinquants multirécidivistes. Si on parle par exemple de ce qui se passe à Saint-Louis aujourd'hui, nous demandons depuis plusieurs mois maintenant à l'État une intervention immédiate pour désarmer les tireurs, parce que tant qu'on n'aura pas désarmé les tireurs, qu'on ne les aura pas jugés et enfermés, eh bien on continuera à tirer sur des innocents sur la route de Saint-Louis. Donc ça, c'est l'urgence. Et puis ensuite, il faut que ces délinquants multirécidivistes, quand ils ne sont pas encore tireurs, il faut qu'ils soient enlevés de ce milieu de délinquance, qu'ils soient mis dans un centre fermé de réinsertion par l'éducation, par le travail, de façon à pouvoir être réinsérés ensuite dans la société, mais ça passe d'abord par le fait d'être placé en centre fermé. Toutes ces mesures, est-ce qu'un député peut vraiment avoir un effet sur leur mise en œuvre, et est-ce que dans ce cas-là, vos prédécesseurs ou les députés sortants de la Nouvelle-Calédonie n'ont pas suffisamment fait leur travail ces 5 dernières années, puisque l'on voit la délinquance continuer à augmenter? Ah, mais j'en suis persuadé. C'était une promesse donc du député sortant Philippe Gomez, c'était d'augmenter les moyens de sécurité. On voit que les moyens de sécurité commencent à être augmentés par l'État, mais c'est bien tard, trop tard. Ça dépend de l'État quand même très directement. Mais oui, mais enfin, le député, c'est quand même celui qui est le mieux placé, puisqu'il siège à Paris, pour aller intervenir auprès du Premier ministre, auprès du Président de la République, pour intervenir pour que la justice fasse son travail, par exemple à Saint-Louis, et qu'elle aille arrêter tous les délinquants qui sont évadés, et qui sont évadés depuis des mois sans qu'on aille les chercher. Donc il y a quand même des choses à faire. Et puis, il faut pas oublier que le député, c'est aussi en Nouvelle-Calédonie le chef de la majorité, qu'il est élu depuis 5 ans, qu'il contrôle la province sud depuis 5 ans, qu'il contrôle le gouvernement depuis 2015, et qu'avec ces moyens-là, il aurait pu donner des moyens financiers aux communes pour qu'elles s'équipent en police municipale et qu'elles continuent d'équiper les polices municipales qui sont déjà existantes. Alors on a parlé de la partie répression, mais il faut aussi faire de la prévention avec les jeunes, c'est-à-dire qu'il faut les prendre en charge dès le plus jeune âge. Il faut qu'à chaque sortie d'école, ils puissent aller dans une étude pour faire leurs devoirs. Il faut qu'on ait un système de lutte contre l'échec scolaire, qu'on leur donne des méthodes de travail. Et puis, il n'y a pas suffisamment de choses déjà en Nouvelle-Calédonie. Les communes, les provinces sont toutes un peu investies dans cet encadrement des jeunes. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que les cours du soir, ils sont pas pris en charge par les collectivités. Ils sont confiés à une association à qui on a coupé les subventions dernièrement pour des raisons budgétaires. Et cette association-là, moi je le sais dans ma commune, c'est que souvent elle manque de moyens matériels, de moyens humains, etc., etc. Donc il y a un problème de qualité du service rendu.
Et alors ensuite, il y a des choses que peuvent faire les communes avec l'aide de la province et du gouvernement en matière de prévention. On peut encadrer les jeunes. Moi, je souhaite notamment qu'on mette en place dans nos communes une réserve de sécurité civile. Cette réserve de sécurité civile, elle permet d'encadrer les jeunes pour des services à la fois de sécurité civile, c'est-à-dire avec les pompiers ou avec les polices municipales. Et donc ça a un double intérêt, c'est que d'abord ils seraient formés à des méthodes de type militaire, ensuite ils seraient habitués au service public, c'est-à-dire à rendre service à la population, et enfin ils se rendraient compte de l'impact que peut avoir la délinquance sur la population en allant sur les lieux de délinquance routière, sur les accidents, en allant sur les lieux de bagarre, en allant, enfin, partout où il y a un problème dans la société avec les pompiers, avec les policiers municipaux. Et donc, je pense que ce serait de nature à leur faire changer leur état d'esprit et leur attitude. Pour conclure, Pascal Vettori, comment se déroule votre campagne sur le terrain et comment sont reçues vos différentes propositions dans cette seconde circonscription? Vous avez des questions, vous avez des étonnements par rapport à ce que vous proposez? On n'a pas d'étonnement. On a des questions. Les gens nous disent qu'ils sont contents d'apprendre un certain nombre de choses, d'avoir des informations en direct. Alors on n'en est pas encore à réaliser de grands meetings. On organise des réunions de proximité. Ce week-end, on a passé donc tout le week-end en province nord. On a commencé par le nord de la province sud, donc une réunion à Bourail, une autre à Vaud, une autre à Coné, une autre à Pointe-Boute, une autre à Coumac. Et donc les choses se passent très bien. On reçoit un bon accueil. Nos sites internet, notre page Facebook fonctionne très très bien. Encore une fois, on a la deuxième page Facebook politique de Nouvelle-Calédonie en termes de fréquentation. Et donc pour le moment, la campagne s'engage très très bien. Je suis persuadé qu'on va faire un bon score. Campagne également pour François Fillon en même temps où vous avez séquencé les deux choses? Vous savez, c'est quand même énormément de travail que de se présenter dans la deuxième circonscription. Donc on a des élus locaux qui effectivement appellent à voter pour François Fillon, mais nous on se consacre à notre campagne des législatives. Pascal Vettori, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci, bonne journée.